Bonjour à tous, Léon Weinstein en direct de Los Angeles, Californie. La sélection d'aujourd'hui, l'intervention d'aujourd'hui, le monologue, comme vous voulez l'appeler, peut être qualifié de flot de bonnes nouvelles. Mais avant de commencer, je voudrais dire ce qui suit. Eh bien, par exemple, je raconte que enfin on a rassemblé les documents et on a commencé à juger là-bas une certaine personne. Il y aura forcément plusieurs spectateurs qui écriront « Mais pourquoi ne juge-t-il pas celui-là » Et puis je raconterai, grâce à Dieu, ils ont enfin commencé à changer les choses là-bas. Certains demanderont sûrement encore pourquoi d'autres changements ne sont pas faits. Messieurs, on ne peut pas vivre comme ça, enfin on peut bien sûr vivre comme ça, mais on ne fait que se détruire soi-même, à mon avis. Voilà, à mon avis, il vaut mieux regarder quelque chose et s'en réjouir, en parler. Eh bien, c'est bien, grâce à Dieu c'est arrivé, donc j'espère qu'après cela, cela viendra aussi. C'est toujours comme ça. Je comprends que ça arrive, mais en même temps, ça n'arrive pas. Ce n'est pas une bonne façon de voir la vie. Mais encore une fois, qui suis-je pour vous dire comment vivre? Voilà, d'accord, donc. En résumé, les actualités. Aujourd'hui, l'édition est remplie de nouvelles et d'informations positives. Chaque jour, depuis déjà 3 mois, je ressens un enthousiasme incroyable. Nous avons réussi à rester au bord du gouffre et maintenant, d'ici, il n'y a plus qu'à monter vers les étoiles. Aujourd'hui, nous allons parler des sanctions pour les crimes commis par le régime d'Obama-Biden et de la question de savoir si les Russes veulent la guerre. En réalité, ils chantent une chanson sur la recherche de mensonges et de calomnies contre Trump. Rappelons-nous de la fusillade contre l'hélicoptère de Poutine près de Koursk et de comment et pourquoi il a mis une gifle à Macron. Nous aborderons 2 affaires de cocaïne dans les plus hauts échelons du pouvoir. Les raisons du licenciement de 100 employés de l'appareil de sécurité nationale, des services de renseignement et bien sûr, nous parlerons aussi de la crise chinoise et de son ampleur inattendue. Et à la fin, messieurs, il y aura bien sûr la cerise sur le gâteau comme c'est toujours le cas chez nous. Et maintenant, au Sénat, se tiennent des auditions sur les détournements de fonds de la Maison-Blanche. Biden. Légende. C'est même effrayant d'imaginer cela. Même les marins ivres ne gaspillent pas l'argent comme l'ont fait les gens de Biden, à la différence que les marins ivres gaspillent le leur. Mais ces serviteurs du peuple, ils ont caché, volé, gaspillé, dilapidé notre argent. Au fait, préférez-vous que votre argent soit volé par des bandits masqués ou par des démocrates au Congrès et à la Maison-Blanche? C'est une question très importante. Le sénateur Kennedy demande à l'actuel ministre de l'Énergie, c'est-à-dire déjà celui de Trump, sur les conséquences du détournement du budget de la dernière année de Biden, en particulier au cours des 76 derniers jours de l'administration. Pourquoi? Vous allez le découvrir tout de suite. La période de 76 jours dont vous parlez, c'est la période entre l'élection du président Trump et le départ du président Biden de son poste. C'est exact, c'est correct. Et pendant cette période, qui semble courte, 76 jours seulement, combien d'argent des impôts a été effectivement dépensé par le ministère de l'Énergie? Depuis le Bureau des programmes de crédit, sous forme de prêts et d'engagements, 93 milliards de dollars, c'est plus du double de ce qui a été dépensé au cours des 15 années précédentes. Du jour de l'élection de Donald Trump jusqu'à la fin du mandat de Joe Biden, 76 jours se sont écoulés. Et cela dérangeait quelqu'un que 96 milliards de dollars soient déposés soient déposés sur les comptes du ministère de l'Énergie. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à distribuer tout cet argent. Cela signifie que, en l'espace de, 7 ou 6 jours, ils ont distribué, c'est-à-dire qu'ils ont prêté, donné pour certains projets, ils ont offert sous forme de subventions. Fiévreusement, plus qu'au cours des 15 dernières années. À qui ont-ils fait cela? Pourquoi l'ont-ils fait? Sur quelle base?
D'accord, essayons de comprendre. Comment vérifiez-vous Et et effectuez-vous la 76 jours? Un crédit. Et tout ça pour 93 milliards de dollars. Je pense qu'il est assez évident que dans la plupart des cas, cela n'a pas été fait. Comme je l'ai déjà mentionné, oui, on me dit que je me retiens clairement, que je ne révèle pas des choses évidentes. Il y a eu beaucoup de fonds qui ont été alloués et des engagements qui ont été pris à des entreprises qui n'ont fourni ni plan d'affaires, ni aucune information sur leur situation financière ou sur la façon dont ce projet devrait fonctionner en général. Donc, vous voulez dire quoi? Le ministère de l'Énergie, 76 jours avant le départ de son chef de poste, a accordé ou prêté de l'argent à des organisations qui n'avaient même pas de plan d'affaires, à des entités qui n'avaient aucun plan d'affaires. non seulement ils n'ont rien vérifié sur l'activité de ceux à qui ils donnèrent de l'argent, mais ils n'ont même pas demandé de rédiger un plan d'affaires. Il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de temps. Vite, vite, vite. Ils ont donné de l'argent, 93 milliards de nos fonds à vous et moi. Dollars, sans contrôle financier. De donner, c'est exact. Certains d'entre eux ont également été jusqu'à la période de 76 jours. Je suis venu avec une grande inquiétude concernant la gestion de cet établissement, cette grande organisation américaine, et la façon dont l'argent des contribuables américains est dépensé. Et maintenant, vous ne revenez pas à l'argent qui a déjà été attribué par contrat, mais vous réexaminez chacun de ces prêts et subventions pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de détournement, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Et pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'incompétence, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ce que nous faisons. Et oui, ma tension monte rien qu'à penser à ce que nous avons vu et à ce qui s'est passé au département. Et vous allez abandonner certains de ces projets douteux, n'est-ce pas? C'est bien ça. Et ils ne seront pas contents, n'est-ce pas? C'est vrai. Et ils devraient être mécontents, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'ils devraient être mécontents. Je pense qu'ils devraient avoir honte. Avec moi, il est rare que je ne puisse pas trouver les mots. Je dois dire que le sénateur Kennedy est rarement à court de mots. Il a la capacité de trouver quoi dire dans les situations les plus inattendues et les plus difficiles. Et c'est vraiment rare qu'il perde le don de la parole. Je veux m'assurer d'avoir bien compris. Les personnes qui dirigent le ministère de l'Énergie dans l'administration du président Biden ont dépensé 93 milliards de dollars, pas des millions, 93 milliards de dollars en 76 jours. Et cela a simplement coïncidé avec la période entre l'élection du président Trump et le départ du président Biden, leur patron. C'est vrai, c'est vraiment la vérité, et c'est désagréable. En réalité, cela sape la confiance. Eh bien, mon Dieu, écoutez, j'espère que vous prendrez tout le temps nécessaire pour vérifier tous ces projets jusqu'au dernier centime. Et j'espère que si vous découvrez des escroqueries, vous les rejetterez et remettrez les voleurs au ministère de la Justice. Nous agirons certainement ainsi. Sénateur, il y a encore une difficulté. Parmi ces projets, il y a aussi de bonnes entreprises qui font honnêtement du bon travail et qui ont des plans convaincants. Vous tentez donc de distinguer le vrai du faux? Oui, c'est exactement ce que nous faisons, c'est notre travail et nous l'accomplissons. Vous savez, il y a vraiment beaucoup de mauvaises herbes. Une dernière question, je vous prie. Revenons à la question du nombre de vos employés. Aujourd'hui, on vous a accusé d'avoir licencié des dizaines de milliers d'employés. Est-ce que cela correspond à la réalité? D'après ce que je comprends, il s'agissait de milliers. Au final, notre effectif sera réduit de milliers. Mais nous le faisons progressivement. Vous avez maintenant 16 000 employés, oui, et vous pensez que vous pourrez vous en sortir avec moins que 16 000. C'est exact. Et qu'y a-t-il de mal à cela? C'est simplement du bon sens en affaires. Dans le monde réel, les entreprises le font chaque jour. Les contribuables le méritent. C'est du jamais vu au niveau fédéral.
Je veux dire, divorcer de son conjoint est plus facile que de licencier un fonctionnaire fédéral ici. Le monde ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas, Monsieur le ministre? Non, le monde ne devrait pas fonctionner ainsi. Et je rends un immense hommage au président Trump pour avoir eu le courage de dire que s'il y a quelque chose de juste à faire, il faut le faire. Et c'est difficile. S'il vous plaît, faites-le. Les démocrates exigent d'arrêter le licenciement des fonctionnaires inutiles. Je veux le répéter encore une fois, les démocrates exigent d'arrêter le licenciement des fonctionnaires inutiles. Avant de s'envoler pour le New Jersey, le président Trump a répondu à plusieurs questions de journalistes, notamment sur l'Iran et la Russie, ainsi que sur les problèmes qui leur sont liés. Le prochain round de négociations aura-t-il lieu bientôt? Très bientôt, les négociations avec l'Iran se déroulent très bien. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais les discussions sont sur la bonne voie. Et vous avez dit que vous n'étiez pas satisfait. J'aimerais vraiment que cela se produise, parce que je voudrais qu'aucune bombe ne soit larguée et qu'il n'y ait pas beaucoup de morts. Je voudrais vraiment que cela arrive, et je pense qu'il y a de bonnes chances que ce soit possible. Vous avez mentionné que vous n'êtes pas satisfaite du président Poutine. Vous avez déjà parlé de l'imposition de sanctions contre la Russie. Envisagez-vous cela plus sérieusement? Absolument. Il tue beaucoup de gens, je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Que lui est-il arrivé? Oui, il tue de nombreuses personnes. Je n'approuve pas cela. Il me semble que Trump ne comprend vraiment pas comment on peut vouloir tuer des gens. Qui sait où la prise de conscience que Poutine est un marginal nous mènera et que la chanson « Les Russes veulent-ils la guerre ?» ne parle pas de lui. En arrivant à la Maison-Blanche, Trump a commencé à déposer des plaintes pour mensonges et calomnies commis par des journalistes, de nombreux médias de gauche. Macron est tout simplement complètement détruit. Il appelle même Brigitte pour qu'elle vienne essayer de le sauver, mais ça ne marche pas. Elle subit également le traitement habituel de Trump. Pour être honnête, ses relations ne sont pas très saines. Donald Trump, ils s'en occupent tous les deux pendant 30 secondes d'affilée. Cela s'est reproduit. Le président élu Donald Trump lors de la cérémonie d'ouverture de Notre-Dame. Il s'apprête à faire une poignée de main d'alpha. Et voilà Brigitte Macron qui appelle Brigitte pour qu'elle le sauve. Elle refuse de lâcher prise. Et disons-le ainsi, c'est un présage des événements à venir. Emmanuel Macron est très nerveux ici, à la Maison-Blanche. Mes nouveaux clips préférés mettent en scène Trump et Macron. Il est fascinant de constater le malaise évident causé par le langage corporel de Trump après leur poignée de main spectaculaire. Ici, on voit que Macron est assez nerveux, vraiment très agité à côté de Donald Trump. Oh, eh bien. Mais il vient de se passer quelque chose d'incroyable, je dois vous le dire. Cela va changer à jamais la dynamique pour Emmanuel. Emmanuel, sa femme vient tout juste de le réprimander publiquement. Regardez plus de reportages chez Candace Owens. Après leur arrivée au Vietnam, le président français Emmanuel Macron reçoit soudainement un véritable et très visible coup au visage de la part de son épouse Brigitte. En direct à la télévision, ce qui surprend les téléspectateurs et devient un sujet de discussion dans les médias. C'est tout simplement de la folie. Tous les médias en parlent. Les garçons seront toujours des garçons, dit Candace. En ce moment, en France, Brigitte Macron fait le buzz après avoir été filmée en train de gifler Emmanuel Macron. Ils n'ont pas réalisé que les caméras des actualités les filmaient. Emmanuel Macron était déjà moqué par cette personne depuis l'école. Regardez cette vidéo. Oh, regardez ces images. Ça alors. Voici quelques angles différents ici. Deux comprimés. En parlant de points, cela ressemble à une bonne dynamique. Regardez ça, comme dans le même avec Arthur, oui, le dessin animé. Regardez ce point serré. Point, comme ça. On dirait qu'il vient de serrer la main de Donald Trump. Ses jointures en sont toutes blanches. Oh, c'est quelque chose, mec. Quelle relation malade et perverse. Nous allons maintenant examiner tout cela en détail. Ici, vous pouvez voir clairement, comme sur la paume de votre main, deux mains vers le visage. Comment être face au visage? Quelle humiliation pour la France. Il est clairement gêné.
Si j'ai appris quelque chose en couvrant la politique ces dernières années, c'est que les fissures finissent par devenir des gouffres. S'ils ont été surpris en train de se disputer en public, cela signifie qu'il se passe bien plus de choses sous la surface que ce que nous avons déjà vu. Les présentateurs de Fezgleliad en russe inventent chaque jour, chaque heure, de nouvelles façons de critiquer Donald Trump. C'est leur principale occupation. Brigitte Macron. Brigitte est plus âgée qu'Emmanuel Macron de 25 ans. Mon Dieu. Et oh là là, encore ces sanglots. Et puis les voilà qui sortent de l'avion. On dirait qu'Emmanuel Macron allait peut-être l'embrasser. Je ne sais pas. Il essayait de dire quelque chose clairement. Il essayait de s'approcher de Brigitte un peu trop près. Regarde. C'est ça. Allons-y encore une fois. Allons-y. On s'approche ici, voilà. Alors là, on va s'approcher tout près. Regarde, il ne faut pas s'approcher trop près de Brigitte. Tu comprends ce que je veux dire. Oh là là, elle a juste pris et repoussé. Et les réactions sont tout simplement incroyables. Il souffle. Il ronfle. Effrayé par les poursuites de Trump, il ne plaisante pas. La direction a dit au présentateur « Ralentissez et réduisez la haine envers notre président, sinon nous devrons vous fermer ». C'était autrefois l'émission de jour la plus populaire d'Amérique, mais ils se sont complètement noyés dans la haine envers Trump, comme dans du vomi. Ils étaient regardés partout en France. Seuls 2,5 millions de téléspectateurs restent. Messieurs, c'est une goutte d'eau dans l'océan pour une puissante chaîne de télévision diffusée dans tout le pays. En fait, ceux qui regardent sont ceux qui ont une haine maladive envers Trump. Tous ceux qui n'étaient pas atteints de cette maladie sont partis depuis longtemps. D'ailleurs, cette maladie mentale liée à Trump n'épargne pas tous les blogueurs et animateurs progressistes russophones et ukrainophones, parmi lesquels il y a d'un côté des idiots absolus et de l'autre des salauds absolus. Mais la plupart sont en réalité les deux à la fois. Un mélange unique d'une voix enjouée, de rires idiots et d'un total charabia dans la tête, mêlé à une soif insatiable, une soif de gagner de l'argent. Jerusalem Post a récemment annoncé qu'un hélicoptère avec Poutine à bord a été attaqué par des drones ukrainiens. Cela s'est produit lors de la visite de Sa Majesté à Koursk. Le commandant de la défense antiaérienne de la région de Koursk, le général-major Yuri Dashkin, qui est peut-être d'ailleurs un parent ou le jumeau de Yuri Rashkin de Milovka. Il a annoncé que 46 drones ukrainiens attaquants ont été abattus. Les méchants drones ont été vaincus par le feu des hélicoptères à Bosekida et d'autres moyens. Je ne serais pas surpris s'il montrait de Poutine, qui se penche par la fenêtre et abat les drones un par un avec son pistolet. Et l'Ukraine n'a pas encore confirmé sa participation. Si la Russie a raison, c'est-à-dire si elle ne ment pas, alors cela signifie que le renseignement ukrainien dispose d'informations sur l'endroit et le moment où Vladimir Poutine doit se trouver. Et même lors de sa visite non annoncée, disons, comme cette visite non annoncée à Koursk, ils n'en ont parlé qu'après coup. En réponse, la Russie, bien sûr, a envoyé 367 drones et missiles sur les villes ukrainiennes, tuant 12 civils, dont 3 enfants. Les Ukrainiens se sont attaqués à ce qu'il y a de plus cher et de plus adoré dans l'Empire, à savoir la vie de l'empereur. Une histoire intéressante se passe avec le président français, Emmanuel Macron. Tantôt on le surprend avec de la cocaïne, tantôt il se fait frapper au visage. Et qui donc ? Regardez, dans le cercle rouge, il y a une main sur ou près du visage du président Macron. D'ailleurs, il pourrait même y avoir 2 mains. Qui cela pourrait-il être ? La gifle contre Macron a été filmée lorsqu'il a été frappé sans remarquer les caméras de presse à proximité. Emmanuel Macron a été victime de moqueries de la part de cette personne depuis l'âge scolaire. Regardez cette vidéo, Hugo. Regardez ces images, pas mal du tout. Voici quelques angles différents. 2 points, puisque nous parlons de points.
Ça semble être une bonne dynamique. Votre avis? Regardez ça. Comme dans le mème avec Arthur, le dessin animé. Le poing serré comme ça, hérisson. On dirait qu'il vient de serrer la main de Donald Trump. Les jointures sont devenues blanches. Voici la dacha. Tout est visible. 2 mains, griffes vers le visage. Quelle humiliation. Macron a à peine repris son souffle après l'histoire de cocaïne dans le train, en revenant d'Ukraine, apparemment avec de la cocaïne offerte par Zelensky. En Ukraine, après la visite de Colli-Olysée. Tu te souviens? Emmanuel Macron en avait une toute petite, comme Emmanuel Macron en avait une toute petite. Un petit sachet zip, oui, dans ce sachet. Hop là, hein? Puis il l'attrape rapidement. Qui sait? Mais personne ne sait. Emmanuel Macron ne trahira jamais son fournisseur, alors ne vous inquiétez pas, messieurs les Ukrainiens. En parlant de cocaïne, souvenez-vous qu'on a trouvé de la cocaïne à la Maison Blanche et ils n'ont pas pu, on nous a dit, trouver celui qui l'a apporté là-bas. Enfin, ils l'ont trouvé tout de suite, mais ont immédiatement annoncé qu'ils ne pouvaient pas trouver la personne. Qui cela pourrait-il être? Ce n'est ni Volodymyr Zelensky, ni Emmanuel Macron. Mais qui alors? Nous ne sommes pas certains de ce qui s'est passé. Peu après, Hunter Biden a mystérieusement disparu. Et ce que nous avons réussi à trouver à l'intérieur de la Maison-Blanche, ce sont de petits sachets de cocaïne, cachés non pas à un seul endroit, mais à plusieurs endroits dans toute la Maison-Blanche. Ils ont littéralement caché de la cocaïne dans la salle de bain. Qui, parmi les membres de la famille Biden, était-ce? Peut-être que c'était ce gars dont la cocaïne était cachée dans un étui à pistolet illégal? J'ai compris l'avion. En ce qui concerne le fils du président, les procureurs fédéraux déclarent que des traces de cocaïne ont été trouvées sur l'étui en cuir dans lequel Hunter Biden garde son arme. Cheryl a son enquête sur cette histoire. Elle travaille pour maintenant. Elle va nous en dire plus. Cheryl, bonjour. Bonjour, jeu de mots réussi. Carly et Todd, oui. Alors, les procureurs fédéraux déclarent que des traces de cocaïne ont été trouvées sur le sac en cuir marron que Hunter Biden utilisait pour ranger son pistolet. Qui donc a fourni de la cocaïne à Hunter? Ou alors, c'est peut-être Poutine qui l'a mise là? Les valises diplomatiques scellées sont souvent utilisées pour transporter entre 1,5 et 2 kilos de drogue, destinées à être offertes sans cadeau à des amis. Heureusement, ils ont trouvé de l'acide désoxyribonucléique à l'intérieur des sachets de cocaïne. Votre nez, doigt ou pouce pourrait avoir laissé des traces à l'intérieur du sachet. Et puis ils ont simplement décidé de ne rien faire. Cocaïne. La pièce à conviction est stockée dans les laboratoires du Federal Bureau of Investigation à Quantico. Il serait intéressant de revenir sur cette question et de découvrir à qui appartenait l'acide désoxyribonucléique retrouvé dans la substance interdite à la Maison-Blanche. Bien sûr, c'est une substance extrêmement illégale dans le pays. Elle ne devrait se trouver nulle part près du président ou de la résidence du pouvoir exécutif. Compte tenu de l'état actuel de Joe Biden, cela pourrait être vraiment dangereux. Peut-être que c'est Joe Biden qui l'a utilisé, vous savez, pour tenir le coup pendant la journée. il est temps pour nous de connaître la vérité. Le Federal Bureau of Investigation réexamine les affaires de cocaïne trouvées à la Maison-Blanche de Biden, ainsi que les fuites de la Cour suprême et les bombes artisanales. Le 6 janvier, c'est intéressant qui... Parlez ici. Voici Dan Bongino et les 3 plus grands mystères non résolus de l'histoire politique moderne. Le directeur du Federal Bureau of Investigation, Dan Bongino, a annoncé lundi des mystères non résolus. Bongino, ex-policier new-yorkais et agent du Maison-Blanche militaire, les services d'hommes secrets. Le commentateur conservateur a déclaré sur X que lui et Kash Patel, le directeur du bureau, ont décidé de relancer l'enquête. Dan Bongino, directeur adjoint du Federal Bureau of Investigation, a ouvert 3 dossiers qui n'ont pas été complètement enquêtés, mais qui ont été rapidement classés par les hommes de Biden. D'ailleurs, une autre affaire concerne l'auteur des bombes, qui a eu lieu le même jour au Comité national du Parti démocrate et au Comité national du Parti républicain. Pour une raison quelconque, cette affaire a également été rapidement classée, alors qu'il semble même qu'il y avait une vidéo de cet homme qui apparaissait à ces 2 endroits. De la cocaïne à la Maison-Blanche. Hunter Biden a dépensé la somme stupéfiante de 800 000 $ pour des prostituées, de la pornographie, des adhésions à des clubs échangistes et a retiré 1 600 000 $ en espèces aux distributeurs automatiques. Là, vous venez sûrement d'être choqué. Il a bien retiré 1 600 000 $ en espèces aux distributeurs automatiques.
En plus de cela, il a payé 872 000 $ avec des cartes de crédit pour des prostituées, de la pornographie et des adhésions à des clubs sexuels. Eh bien, pour l'affaire Didi, il ne convient pas. On dirait que les gars avec Didi, oui, ils trouvaient Hunter répugnant, même pour eux, il était, en dessous de l'Intus. Je pense que vous serez intéressé de savoir comment s'est terminée l'enquête sur l'implication du rédacteur en chef du magazine Atlantique dans les négociations secrètes entre les dirigeants des agences de sécurité des États-Unis d'Amérique. À ce moment-là, Michael Waltz, le conseiller du président pour la sécurité nationale, a organisé un échange d'opinions sur le Moyen-Orient et sur les Houthis. Et l'un de ses assistants y a connecté un gauchiste désespéré, le rédacteur en chef du magazine Atlantique. Et les démocrates ont fait un énorme scandale à cause de cela. Boltza a été rapidement transféré à un autre poste. Et Trump a confié ce département à Rubio pour qu'il le dirige, donc à l'un des siens. C'est pour cela justement, pour comprendre la situation, réorganiser puis recommander un chef permanent pour le département. La membre du Congrès Luna est venue voir Rubio. C'est une jeune femme très latine, je dirais même fougueuse. Et elle a proposé ses contacts dans ce département en fournissant d'abord 6 noms de personnes qui sabotaient là-bas la mise en œuvre de la décision de Trump. Je ne sais pas comment Luna et Rubio ont fait. C'est possible grâce à l'intelligence artificielle, à l'analyse, en utilisant l'intelligence artificielle pour examiner la correspondance et les actions de tous les employés. Mais aujourd'hui, le contrôle est terminé. Et voici son résultat. Trump et Rubio licencient plus d'une centaine d'employés du Conseil de sécurité nationale, en disant « Vous n'êtes plus nécessaires ici, merci pour votre service et fichez le camp d'ici ». Ce qui est intéressant ici, c'est qu'une sorte de réaction immunitaire a suivi de la part d'une partie significative de l'État profond. Notamment une femme nommée Susan Rice qui s'indigne que le président Trump ne lise pas les briefings présidentiels quotidiens. La communauté du renseignement transmettrait ces informations au président et cela inciterait le président à prendre certaines mesures, n'est-ce pas? Cela influencerait les décisions prises dans le bureau ovale et à la Maison-Blanche. Et maintenant, Trump dit, « Vous savez, nous ne vous faisons plus confiance, donc je n'ai pas besoin de lire votre propagande stupide que vous comptez m'envoyer. » Des gens comme Susan Rice et John Brennan ne vont plus nous dicter ce que nous devons considérer comme la réalité. Nous n'avons plus besoin de tout cela. Et maintenant, vous êtes aussi renvoyés? Voilà ce qu'elle a dit. Plus de 100 employés du Conseil de sécurité nationale ont été mis en congé administratif et la prochaine étape sera leur licenciement. On dit que plus de 100 personnes ont été mises en congé vendredi. À l'initiative de Trump et Rubio, selon 2 autres responsables, de vastes réformes sont prévues, y compris une réduction des effectifs. Une lettre du chef de cabinet du Conseil de sécurité nationale, Brian McCormack, a été envoyée hier, vendredi, à 16h20, indiquant « Vous êtes licencié, vous avez 30 minutes pour rassembler vos affaires, sinon nous viendrons nous-mêmes. » C'est ce qu'a déclaré un représentant de l'administration. Si vous n'étiez pas sur le campus, la lettre précisait « Vous pouvez écrire à l'adresse e-mail indiquée et convenir d'un horaire pour récupérer vos affaires et restituer l'appareil. » L'objet du courrier, votre retour dans votre département d'origine, révélait que la plupart des employés touchés venaient d'autres départements et agences. Jeudi, Rubio a également convoqué une réunion des dirigeants, ce qui a suscité des spéculations sur une possible réorganisation. 15h45, 45 directeurs principaux ont été convoqués à une réunion avec Rubio. Suite à cela, un flot de courriels d'employés quittant l'entreprise avec leurs coordonnées personnelles a commencé à arriver. Comme cela s'est produit un vendredi après-midi, juste avant un long week-end, l'un des responsables officiels a qualifié cela d'acte extrêmement non professionnel et irresponsable. Tous ces représentants de l'État profond issus du service national de la banque vivent une journée du souvenir difficile, mais ce n'est rien. Les fonctionnaires de carrière et les responsables politiques nommés sous Trump ont également été mis en congé et sont partis. Les employés ont récemment été interrogés aux ressources humaines concernant les changements. L'une des questions était à quoi devrait ressembler le personnel de l'agence. Les gens répondent que tout va bien et qu'il faut laisser les choses telles quelles. Vous êtes licencié. Il fallait dire que le personnel est réduit, mais que je suis irremplaçable, ce qui explique qu'on ne puisse pas me remplacer. Nous devons recruter davantage. Vous n'êtes plus présent. Sous Trump, le rôle du Conseil de sécurité nationale a été réduit et la réorganisation se poursuit. Au début du mois, Mike Holtz, dirigeant du Conseil de sécurité nationale, a été écarté. Sa position était devenue instable et son influence diminuait.
Et beaucoup disaient que Michael Hultz avait été écarté non pas tant à cause de la question du signal, mais parce qu'il sapait en réalité l'administration Trump. Je ne connais pas les détails, mais Hultz et le Conseil de sécurité nationale sont partis. J'explique que Mike Hultz a été transféré à un poste beaucoup moins important, mais quand même, ce n'est pas un poste insignifiant. Il représente les États-Unis dans une organisation appelée la Organisation des Nations Unies que je rêverais de fermer. D'ailleurs, il me semble que Trump aussi voudrait la fermer et Netanyahu ne s'y opposerait pas non plus. Donc, Voltsa a été déplacé justement parce qu'on l'a retiré de son poste élevé et qu'on l'a transféré à un poste nettement moins, disons, décisif. Parce que dans le dos de Trump, il menait des négociations avec ce même Netanyahou. Il discutait de la participation des États-Unis au bombardement et à la destruction du potentiel nucléaire de l'Iran, ce qui, bien sûr, mettait en danger la politique et les négociations de Trump. D'ailleurs, je vous ai montré un extrait de l'émission Trump à viré 100, animée par Robert Guveillot. Il a 500 000 abonnés, je le regarde de temps en temps. Il a un bon sens de l'humour et une logique claire. Il s'exprime bien. Et maintenant, regardons l'analyse de Robert, une interview d'un ancien membre du Parti communiste des États-Unis que Trump, que Obama a nommé à la tête de la CIA. Et je ne me suis pas trompé. Une conversation, une interview avec un ancien membre du Parti communiste des États-Unis d'Amérique qu'Obama a nommé à la tête de la CIA et à qui Trump a immédiatement retiré l'accès aux documents secrets. Pour s'assurer qu'il n'y aurait aucune politisation de cette analyse et de ces informations de renseignement. Et d'après les informations qui sont apparues, il est tout à fait clair que les instructions venant du chef de cabinet de Tulsi Gabbard, Joe Kent, cherchaient à manipuler l'analyse. Pour correspondre aux actions de l'administration Trump concernant le Venezuela, c'est justement parce que ces analystes s'opposaient à une telle ingérence qu'ils ont été renvoyés. Brennan est une personne qui a activement aidé à organiser une lettre ouverte concernant l'ordinateur portable de Hunter Biden, affirmant que ce n'était pas le sien, que c'était de la propagande russe. Bien que tous ceux qui ont signé cette lettre, il y avait environ 60 dirigeants et employés des services de renseignement, savaient qu'il mentait. Pourquoi ? Pour installer Biden, qui a complètement perdu la tête, à la Maison-Blanche. Et voici une interview de Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, actuellement proche de Trump, qui dit « Celui qui a menti en signant cette lettre ». Et même ceux qu'ils embauchaient et formaient à leur manière, disons, ils embauchaient clairement des gens qui leur étaient proches, probablement par l'esprit. Comment avoir confiance et être certain que leurs propos et conclusions sont véridiques et non une manipulation supplémentaire ? C'est pourquoi nous devons réorganiser le système. Donc, quel système ? Les services de renseignement, les agences de sécurité, les organisations liées aux relations internationales sont truffées de personnes pour qui l'idéologie est plus importante que leur pays, plus importante que le serment qu'ils ont prêté en prenant leurs fonctions. Donc, Tulsi Gabbard, qui est maintenant directrice du renseignement national, on lui pose des questions à ce sujet et elle explique « Cette fois, nous allons nous occuper du vrai renseignement. Nous n'allons pas rassembler une bande d'idiots pour qu'ils signent une lettre affirmant que c'est l'œuvre des Russes alors que ce n'est clairement pas le cas. Donc, soit ce sont des menteurs engagés, soit des idiots, car tout le monde savait que c'était un véritable ordinateur portable. » Des documents que j'ai déclassifiés. Tout d'abord, le plan stratégique de mise en œuvre selon lequel l'administration de Biden identifie les potentiels extrémistes violents internes. Il y est vraiment question de personnes qui pourraient potentiellement être des extrémistes violents internes ou de celles qui pourraient éventuellement recourir à la violence, en raison de certaines idéologies auxquelles ils adhèrent. Et ici, on peut clairement voir une ligne directrice. Ces idéologismes qu'ils désignent comme susceptibles de conduire à des actes potentiellement violents ou qui se manifestent dans des actions violentes. En réalité, elles appartiennent qu'à des personnes qui ont exercé leur droit du premier amendement pour s'opposer à certaines politiques de l'administration de Joe Biden.
Et bien que certains des exemples cités concernent ceux qui se sont opposés à la vaccination obligatoire ou aux obligations de port du masque, des parents qui étaient préoccupés par le fait que leurs enfants à l'école puissent être vaccinés de force sans le consentement ou la connaissance des parents. Cette liste pourrait continuer encore et encore, mais elle ne s'arrête pas là. Dans certains de ces rapports déclassifiés que nous avons obtenus, il est indiqué, par exemple, que les personnes qui s'opposaient à la politique migratoire de Biden pourraient, selon les auteurs, avoir tendance à rejoindre des milices ou devenir ces mêmes extrémistes violents nationaux dont il est question ici. Une fois de plus, il est crucial de considérer cela globalement et dans l'ordre chronologique. Ces documents sont sortis en décembre 2021. Tu t'en souviens très bien, Will, de ce discours sinistre que le président Biden a prononcé en 2022, avec ce fond rouge et les Marines en arrière-plan. Il s'est adressé à la nation en avertissant le peuple américain que Donald J. Trump et les républicains Make America Great Again représentent une menace directe pour les fondements de notre République. Et si l'on prend aussi en compte comment le Federal Bureau of Investigation et d'autres représentants de l'administration Biden ont fait pression sur les entreprises de réseaux sociaux pour qu'elles censurent les Américains et sapent nos droits garantis par le premier amendement. Parce que les entreprises de réseaux sociaux ne veulent pas soutenir la diffusion de l'extrémisme violent intérieur. Donc, lorsque vous regardez tout cela dans son ensemble, il devient clair que ce qui est au cœur de tout cela, c'est ce que j'ai promis au peuple américain. Éradiquer l'utilisation comme arme et la politisation de la communauté du renseignement et du système de sécurité nationale contre les Américains eux-mêmes. Tulsi parle de la façon dont, aux États-Unis, une pratique tyrannique visant à faire taire les opposants politiques et à intimider les citoyens a été progressivement mise en place. C'est exactement ce que faisaient Staline, Mao Tse, Ceausescu, Hitler et d'autres. La suppression de la liberté d'expression et avec elle de toutes les autres libertés, ainsi que l'intimidation de la population. L'affaire n'en est pas encore arrivée à des arrestations massives chez nous, a-t-elle dit. Mais plus d'1 millier de personnes ont été emprisonnées pour la fausse affaire de l'attaque du Capitole le 6 janvier. Ils ont brisé des vies. Eh bien, et pour finir, mesdames et messieurs, pour le dessert. En Chine, le mécontentement s'intensifie. De nouvelles manifestations ont éclaté dans les grandes villes, rassemblant des centaines de personnes, scandant « Nous voulons la liberté ». Des centres commerciaux désertés, des complexes résidentiels à moitié vides, des chantiers abandonnés, tout cela sont des signes de la crise qui frappe le marché immobilier chinois. Cela suscite vraiment une grande inquiétude. La question principale de cette campagne de renforcement des mesures est de savoir si elle mènera à une instabilité financière. Si l'économie chinoise vacille, les conséquences pour le monde seront considérables. La communauté internationale devra peut-être reconsidérer sérieusement ses relations avec Pékin. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ? La Chine traverse une profonde crise de la dette et la situation pour le Parti communiste chinois semble vraiment mauvaise. Il s'avère que les projets phares pour lesquels la Chine est célèbre, comme leur train à grande vitesse, sont en réalité des échecs. Des projets qui engloutissent de l'argent et qui tirent leur économie vers le bas. En 2025, la dette totale de la Chine dépassera 300% de ce que le pays gagne en une année. C'est comme si tu devais 3 fois plus que ton salaire annuel. C'est fou, non ? On en est arrivé au point où l'élite chinoise transfère secrètement son argent à l'étranger, parce qu'elle comprend que tout cela va bientôt s'effondrer. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire méconnue de la dette chinoise et comprendre comment cela nous affecte tous en ce moment même. Les oligarques russes et ukrainiens ont transféré de l'argent hors de leurs pays respectifs. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas qu'il était sûr et stable d'y garder leur argent, qu'il y avait un sens à le faire et qu'on ne leur prendrait pas leur argent en cas de problème. Et les oligarques chinois ont commencé à transférer d'urgence leur argent hors de Chine. En Chine, il y a aussi une crise très grave sur le marché de l'immobilier. Autrefois, l'immobilier était le ticket d'or pour l'économie chinoise, représentant environ 1/4 à 1/3 de la croissance économique du pays, ce qui est considérable étant donné la taille de l'économie chinoise. L'urbanisation massive a poussé les promoteurs à construire de nombreux appartements pour répondre à la demande. Les autorités locales étaient ravies, car elles gagnaient énormément d'argent en vendant des terrains à ces promoteurs. Cela les aidait à financer des choses comme les routes et les écoles. Pour les gens ordinaires, acheter un logement était un moyen sûr de préserver leurs économies, comme un compte bancaire pouvant prendre de la valeur au fil du temps. Les promoteurs immobiliers contractaient de nombreux prêts pour continuer à construire ces projets, et les banques leur accordaient volontiers des crédits. Pourquoi ? Parce que le marché immobilier semblait irrésistible. Il semblait que tout le monde gagnait.
Ou du moins, c'est ce que l'on pensait. Mais tous ces emprunts et ces constructions ont créé un terrain propice à de sérieux problèmes. Quand les promoteurs immobiliers font faillite, c'est comme un effet domino. Les banques prêteuses et les investisseurs en obligations subissent des pertes. Parmi ces investisseurs, on trouve des gens ordinaires qui ont placé leurs économies dans l'immobilier, croyant que c'était sûr. Quand les promoteurs ne peuvent pas rembourser, ces économies sont menacées et la confiance dans le système s'effrite. Les promoteurs ont construit trop de logements, comptant sur une croissance démographique continue, mais maintenant il y a un énorme excédent d'offres. Ces 60 à 80 millions d'appartements vides restent simplement là, rappelant que les promoteurs ont emprunté des milliards pour des projets dont personne n'a besoin. 50 millions d'appartements restent vides. Personne ne les achète, personne n'y emménage. Une partie n'est pas terminée. Il manque d'argent partout, la population ne peut acheter, les constructeurs ne peuvent de continuer et l'État ne peut subventionner. Non, souvenez-vous comment l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est énervée quand Ronald Reagan a annoncé la guerre des étoiles. L'Union des républiques socialistes soviétiques, ont été obligés de consacrer toutes leurs ressources à construire quelque chose de similaire et ils ont dépensé tous leurs moyens. Actuellement, une situation similaire se produit. La Chine est en panique après la nouvelle déclaration du président Trump. Et cette fois, il n'essaie même pas de le cacher. Dès que Trump a annoncé sa nouvelle idée du Dôme d'or pour protéger les États-Unis et le Canada, la Chine a réagi par une vive critique, déclarant que cela perturbe l'équilibre stratégique mondial. Et a exigé les États-Unis d'abandonner cette idée et toute forme de déploiement de systèmes de défense. Il est intéressant de se demander pourquoi le Parti communiste chinois parle ainsi et pourquoi ils le font de manière aussi bruyante et publique. Parlons-en dans la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Golden Dome? Qu'est-ce que le Dôme d'or? Voici la déclaration du président Trump. Merci d'être ici dans le bureau ovale alors que nous faisons une déclaration historique sur le système antimissile. De défense Dôme d'or. Nous allons vraiment achever ce que le président Reagan a commencé il y a 40 ans en mettant définitivement fin à la menace des missiles pour la patrie américaine. Un grand et beau projet de loi inclura 25 milliards de dollars pour le Dôme d'or. C'est un investissement générationnel pour la sécurité de l'Amérique et des Américains. Le Dôme d'or est une approche audacieuse et décisive pour protéger au plus vite la patrie contre nos adversaires. Le Dôme d'or. Le Dôme sera un héritage encore plus crucial pour la France. Le Congrès intervient dans le projet de loi sur la procédure de conciliation budgétaire, comme vous l'avez indiqué. Le nom devait être un pas en avant par rapport au dôme de fer israélien, mais ce n'est pas seulement le nom qui est devenu un pas. En avant. Même le système lui-même sera gigantesque par rapport au dôme de fer. À l'heure actuelle, le concept inclut à la fois des capacités terrestres et spatiales qui protégeront contre les missiles en détectant, en les détruisant avant le lancement, en les interceptant au début de leur vol et en les arrêtant au milieu de leur trajectoire. Autrement dit, les nouvelles technologies pourront détecter les missiles au moment où ils sont dirigés vers les États-Unis, alors qu'ils n'ont pas encore décollé, et les détruire aux toutes premières étapes de leur vol. Parce que le meilleur moment pour intercepter un missile, c'est au moment de son lancement. Au début du vol, le missile suit une trajectoire très prévisible, il ne peut pas manœuvrer et il est incapable de déployer des systèmes pour tromper les radars, ce qui en fait le moment idéal pour cela. Les Chinois ont alors annoncé qu'ils disposaient d'un avion capable de voler à une altitude incroyable et qu'ils transportaient des dizaines de milliers de drones de combat qui attaqueraient l'ennemi simultanément. Ils disent que même votre Dôme d'or ne pourra pas les arrêter. Monsieur le ministre, ces derniers jours, une vidéo est apparue montrant un prototype chinois de vaisseau-mère à partir duquel des drones peuvent être lancés. Je précise, les Chinois ont fait un dessin animé, comme Poutine l'avait fait quand il a montré un missile qui vole directement vers Mar-a-Lago. Nous connaissons aussi les chiffres qui montrent combien la Chine dépense et combien elle consacre au personnel militaire par rapport aux États-Unis. Les téléspectateurs peuvent voir certaines de ces statistiques à la maison. Nous avons 1,3 million de militaires en service actif contre 2 millions pour eux. Nous avons 219 navires de guerre, ils en ont 234. Nous avons plus d'armes nucléaires américaines déployées qu'eux. Ensemble depuis longtemps, vous avez évoqué les exercices militaires du Pentagone simulant un affrontement avec la Chine. Notre tâche est de devancer, d'être en avance, Will. Nous ne cédons rien à la Chine communiste. Nous leur créons des problèmes à chaque niveau.
Aujourd'hui, j'ai participé à des réunions où divers scénarios ont été abordés. Nous sommes pleinement concentrés sur cela. Bien entendu, nous ne révélerons pas ici nos capacités. Et beaucoup de choses deviennent claires quand on entre dans ce bâtiment, sur la façon dont nous nous préparons à toute éventualité que les Chinois pourraient envisager. Ils doivent prendre beaucoup plus en compte dans leurs calculs ce que nous entreprenons en partant de nos avantages technologiques que nous ne le faisons pour leurs actions. Ils espèrent un changement de dynamique à l'avenir, mais c'est à nous d'agir. Une partie de la priorisation et du tournant de Will consiste à ce qu'il est facile de continuer à mener le même combat. Et nous sommes très impliqués avec nos alliés dans ce qui se passe en Europe et au Moyen-Orient. Et on nous dit, eh bien, vous ignorez cela. Non, ce n'est pas le cas. Nous accordons une grande attention aux intérêts américains dans ces régions, vraiment, mais nous déplaçons aussi en temps réel notre attention vers la région Indo-Pacifique. Vous l'avez vu lors de mon premier voyage, vous le verrez dans nos budgets, dans nos futures missions, nos exercices, dans ce dont nous discutons et parlons chaque jour au Pentagone. Nous comprenons les motivations et les capacités de la Chine communiste et nous veillons à créer une armée aujourd'hui et à l'avenir qui pourra dissuader ce conflit. Nous ne voulons pas de ce conflit. Voici la principale différence entre l'armée américaine et les armées de la Chine et de la Russie. Ils aiment se vanter de leurs nouvelles réalisations technologiques, car ils pensent qu'ils obtiendront un plus grand avantage s'ils parviennent à intimider l'adversaire jusqu'à la soumission. D'un autre côté, l'armée américaine préfère ne pas afficher publiquement ses nouvelles armes ni les avancées technologiques que nous avons réalisées. Parce que nous ne voulons pas révéler cela à l'adversaire, nous préférerions l'utiliser sur le champ de bataille et surprendre l'ennemi là-bas, plutôt que de tourner une vidéo de propagande. Et c'est précisément pour cette raison que tant de gens paniquent lorsque l'armée russe ou chinoise publie une nouvelle vidéo sur une arme qu'ils viennent d'acquérir. Parce qu'ils veulent précisément obtenir cet effet. C'est tout l'objectif. Ces pays sont construits sur la propagande et ils adorent la diffuser. N'oublions pas que la célèbre phrase de Mao disait ceci. Le Parti communiste peut vaincre l'ennemi avec un fusil dans une main et une brochure de propagande dans l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Les Chinois et les Russes savent de vraiment bien faire des dessins animés après nous avoir volé notre équipement. Et ils ne cessent de raconter à quel point ils sont forts, à quel point ils sont puissants. Et nous, on dit, les gars, bravo, vous avez volé notre technologie d'avant-hier, bravo, et on ne dit rien sur les surprises que nous avons dans notre manche. Il me semble que la plupart des communistes et des anciens membres du Komsomol gaspillent surtout leur énergie en paroles. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.